Fédération des entreprises, études et travaux sur le génie écologique. Parce que le génie écologique vous sera présenté davantage par les intervenants qui me suivront. Si vous devez retenir une chose, c'est que c'est des actions, des projets qui visent à améliorer le fonctionnement de l'écosystème. On travaille à sa résilience en restaurant la biodiversité, en réhabilitant les fonctions écologiques, en restaurant les sols, etc. Voire en travaillant, c'est l'objectif, la finalité ultime, travailler à la compatibilité entre, l'activité économique et le fonctionnement, de l'écosystème. Donc l'objet de ce séminaire, ce sera en particulier la fonction de maîtrise d'œuvre, qui est un enjeu essentiel pour la filière. C'est le métier qui fera le lien entre, les fonctions d'études, initiales, de diagnostic, inventaire, l'ingénierie écologique et la mise en œuvre du chantier, la réalisation des opérations sur le terrain. Donc une fonction qui est particulièrement clé et pour laquelle, jusqu'à présent, il existait très peu de formations, dédiées, formations initiales dédiées. Donc le partenariat avec le STP qui date maintenant de plusieurs années, a permis d'intégrer le génie écologique dans les formations et a abouti à la création d'un master spécialisé qui vous sera présenté dans quelques minutes, un master spécialisé sur la maîtrise d'œuvre travaux de génie écologique. Et je crois que c'est Julien qui commence la présentation. Donc bon Oui, webinaire à tous. merci Thomas. Donc bonjour à toutes et tous. Euh, Julien, je crois qu'on t'a perdu, à moins que ce soit moi. Ah non, il a Oui, il n'y a plus de son. Allô, allô? Ouais, c'est bon, on te réentend. Parfait. Donc, je vais pas reprendre l'introduction du génie écologique de Thomas. Donc, le génie écologique a pour but la résilience des écosystèmes. Donc ça, c'était une petite définition rapide pour resituer le contexte du génie écologique. L'objectif sera de différencier le génie écologique des activités classiques de travaux. Donc je vais partir sur les entrants nécessaires à prendre en compte pour la réalisation d'un chantier de génie écologique. Donc pour un projet de génie écologique, il est important de prendre en compte la typologie du milieu concerné. Donc, en génie écologique, vous serez amené à travailler sur des milieux qui sont divers et variés, du milieu urbain jusqu'au milieu naturel de type milieu forestier, prairie, milieu aquatique qui représente une grande part de l'activité. Le génie écologique et son projet a toujours pour but la fonctionnalité recherchée. Donc, c'est une chose qui est à prendre en compte de manière significative dans la conception. Et de là, en découle une définition de méthode et de moyens adaptés pour pouvoir réaliser à bien un chantier, tout en évitant et en réduisant au maximum les impacts en phase travaux. Donc pour ce faire, on va illustrer le sujet avec deux exemples de projets de tailles totalement différentes pour montrer l'importance des savoir-faire, quelle que soit la nature et la taille des projets. Donc le premier projet porte sur des mesures compensatoires d'un site pilote sur la Bassée en Seine-et-Marne, qui est un projet global. C'est des mesures compensatoires d'un projet global de lutte contre inondation, donc qui est en lien avec la GEMAPI. Pour la partie mesures compensatoires, donc les acteurs de ce projet sont le PTB Seine-Grand Lac, qui est un donneur d'ordre public, qui s'est assisté d'un maître d'œuvre de génie écologique, qui est Ecosphère. Les objectifs du projet de compensation sont de créer et de restaurer des milieux naturels de type zone humide essentiellement, impactés par l'infrastructure d'aménagement de lutte contre les inondations. Les différents enjeux de ce site sont quand même assez significatifs. On est concerné par tout ce qui est chiroptères, oiseaux, amphibiens, espèces invasives. Le projet s'inscrit au sein de différents périmètres réglementaires, les arrêtés de protection biotope, les SNIEF. Donc, pour ce faire, le projet a abouti sur plusieurs aménagements qui représentent quand même, pour quelques données, quelques chiffres, plus de 200 000 m3 de terrassement, 45 hectares de prairies hydrophiles, mésophiles, qui seront restituées d'ici 2 ans. Quelques quantités de plantations d'élophytes de ligneux qui vous sont données pour un coût global aujourd'hui à 5,5 millions de travaux.
donc qui est un projet quand même très significatif en génie écologique, assez rare aujourd'hui. Pour illustrer, je vous ai mis quelques images. Et le but de cet exemple, c'est de vous présenter en fait, la philosophie qui est importante dans ce type de projet par rapport à des projets d'infrastructure classiques où vous avez des plans et un cadre qui est souvent très, très strict, très cadré. Quand vous aménagez une digue, vous avez une géométrie, vous avez des contraintes techniques qui sont imposées. En génie écologique, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces projets sont souvent adaptés en phase travaux en fonction de ce qu'on peut rencontrer en termes d'aléas, en termes de contraintes de milieu qui sont assez évolutifs entre la phase étude, de conception, inventaire initiaux et puis au moment des travaux. Et donc là, vous voyez par exemple une zone le plan d'exécution d'une zone de travaux qui met en avant quelques différences avec la conception, euh, où toute la partie qui est en rouge est une partie en remblai, tout ce qui est en jaune est une partie en déblai. Et au moment de la phase de préparation de chantier, il s'avère qu'on s'est rendu compte de problèmes topographiques et de problèmes bathymétriques, dans le sens où ils étaient difficilement anticipables du fait que c'était un milieu boisé, un milieu forestier, et que voilà, les levées géomètres sont souvent plus délicats à faire. Donc la réalisation que vous voyez sur les photos illustrées met en avant que le projet qui est réalisé est quelque peu différent du projet qui a été dessiné et projeté. Pour autant, ce qui a été nécessaire tout au long du chantier, c'est de faire preuve d'humilité vis-à-vis du projet, vis-à-vis des ambitions, et travailler de concert entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise pour pouvoir mener à bien un projet qui atteigne les objectifs de fonctionnalité recherchés. Et tout ça pour vous dire au final que tout ce que vous établissez dans un cahier des charges de génie écologique est souvent un guide d'orientation pour atteindre les objectifs recherchés et que les plans qu'on dessine sont souvent des plans de principe, des plans guides, pas forcément des plans qui se respectent aussi bien que lorsque vous faites une infrastructure routière ou vous construisez un bâtiment de génie civil. Un deuxième exemple pour vous montrer que le génie écologique est aussi important sur des projets de plus petite ampleur, beaucoup plus petits. La restauration physique de la Valserine, petit cours d'eau de pied de montagne du Jura. Donc les différents acteurs étaient le parc naturel régional du Haut-Jura avec un maître d'œuvre spécialisé biotech. Les objectifs du projet avaient pour but de ralentir et de limiter une incision de lits de cours d'eau qui avait fait l'objet de rectifications dans les années 90 et de profiter de ces aménagements pour de réinitialiser des habitats et des espaces en privilégiant le travail spontané de la rivière. Les difficultés de ce projet, elles s'avéraient être la nécessité de faire des travaux au sein d'un lit de rivière en eau, en fond de vallon d'un versant, on était en pied de montagne du Jura, sur des accès très difficiles, un peu acrobatiques, et pour des volumes où vous voyez des quantités de travaux qui sont bien moindres que le chantier précédent et un coût qui est largement inférieur à ce que j'ai pu vous présenter précédemment. Donc là, pour vous illustrer l'évolution et la conception du projet, donc vous avez, pour illustrer l'incision du lit, le profil en long de la rivière et le profil en long projeté sur le haut de la diaporama. Donc le but consistait, si on regarde la photo qui est à droite, vous aviez avant travaux un lit de rivière qui passait sur sa rive droite. Le but du projet était de réaménager un profil en long un peu plus équilibré, donc de décaler le lit de la rivière sur la gauche et de réemployer les matériaux pour les réinjecter dans la partie incisée. Donc, typiquement sur ce projet, la spécificité a été d'employer du matériel adapté, de pelles araignées en illustration pour vous montrer le choix des méthodes et des moyens utilisés. Le but étant toujours de limiter les impacts
sur le milieu rencontré en termes d'accès, en termes de réalisation de travaux. Et ces 2 exemples, en fait, ont voilà, pour but de mettre en avant que et c'est là l'importance de l'ESTP, de porter ce type de formation en maîtrise d'œuvre. L'approche, de la conception et de la réalisation de travaux de génie écologique est quelque peu, ouais, il y a des entrants et des obligations similaires à des maîtrises d'œuvre classiques de travaux publics. Pour autant, dans la philosophie et dans l'approche, l'intérêt étant toujours la fonctionnalité des aménagements et des milieux qu'on restaure, il nécessite pour chacun, quels que soient les acteurs du projet, beaucoup de souplesse et d'adaptabilité. Et pour ce faire, la qualité de la maîtrise d'œuvre est un maillon essentiel en termes de pédagogie auprès des maîtres d'ouvrage et du public, comme il est aussi essentiel pour l'accompagnement et le suivi des travaux, en phase travaux auprès des entreprises. Donc voilà pour moi sur cette première partie. Merci Julien. Mmh, Aujourd'hui, je vais vous présenter, le métier de maître d'œuvre en génie écologique et je vous propose de le décliner, suivant, on va dire 4 étapes. D'abord, on va étudier quel est le rôle du maître d'œuvre et quel est son positionnement dans la heu, chaîne de valeur études plus travaux. Ensuite, on abordera la spécificité du maître d'œuvre en génie écologique, quelles sont les différences et les originalités qu'il peut y avoir par rapport à une maîtrise d'œuvre classique, que ce soit pour le bâtiment, pour les aménagements, importants, hein, projets routiers, viaducs et cetera. Ensuite, on évoquera le matériel dont on a besoin pour exercer notre métier maître d'œuvre et vous verrez que le matériel dont on a besoin, en fait, et c'est uniquement de la data, mais beaucoup de données et de la donnée variée. Et enfin, on finira sur un retour d'expérience, sur une transplantation de roselière et quelles questions on s'est posées en tant que maître d'œuvre, à la fois sur les phases projet, mais également en exécution de travaux. Donc, sur la première étape, savoir quel est le positionnement du maître d'œuvre. Heu, Quand il y a un projet d'aménagement qui est dans le tiroir, heu, il y a d'abord le travail de l'écologue qui va réaliser des inventaires fond de flore sur le terrain, qui va définir quels sont les enjeux écologiques, et qui va trouver des mesures correctives pour venir pallier à, une destruction d'habitats, une destruction d'espèces. Et c'est à ce moment-là, au moment du plan gestion, ou qu'on peut appeler, communément le programme opérationnel, que la mission de maître d'œuvre démarre. C'est-à-dire comment nous allons traduire le plan gestion de l'écologue en plan de travaux. Est-ce que j'ai l'habitude de prendre toujours la même image en disant que l'écologue raisonne en 2D, il raisonne sur du plan. Alors que le maître d'œuvre et l'entreprise travaux, elles raisonnent en 3D. C'est-à-dire que si je prends un exemple typique, dans le plan de gestion, il va falloir créer des dépressions humides, des mares ou tout autre type d'aménagement. L'écologue va les positionner, sur un plan, alors que le maître d'œuvre et l'entreprise travaux, eux, vont se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe sous le sol? Est-ce qu'il y a une nappe? Est-ce qu'il n'y a pas de nappe? Est-ce que les métallus vont tenir, pas tenir?» et cetera. Voilà, donc vraiment, on travaille ces passages de 2D en 3D. Si on va un peu plus précisément dans le détail, on va effectivement prendre les objectifs du plan de gestion. On va définir une première étude, c'est-à-dire plusieurs scénarios sur la phase avant-projet, où on va proposer au maître d'ouvrage plusieurs types d'aménagements et évidemment, hein, une enveloppe budgétaire associée à chaque aménagement avec un planning de réalisation. Ensuite, le maître d'ouvrage va opter pour une des 2, 3, 4 solutions qu'on a pu proposer en phase avant-projet. Et ensuite, au niveau du projet, on va définir un peu plus précisément le sujet, en essayant d'arriver à une enveloppe budgétaire précise, jusqu'à l'ordre de l'aléa, c'est-à-dire précise à peu près à 10. Ensuite, on on établit un calendrier prévisionnel, on consulte les entreprises, on analyse les offres, on propose au maître d'ouvrage de retenir telle entreprise ou telle autre, en fonction des critères qui sont établis, dans la consultation initialement. Et enfin, il y a toute la phase d'exécution des travaux où on exerce le pilotage, la coordination, puis la réception des travaux. Et une fois que la réception des travaux est faite, il y a
fréquemment un chantier de parfait achèvement, pardon, quand on intervient sur du végétal. Généralement, la GPA, c'est de l'ordre de 2 à 3 ans. Et ensuite, le maître d'œuvre arrive au bout de sa mission et c'est l'écologue qui reprend le relais, qui va suivre l'efficacité des aménagements écologiques qui ont été réalisés sur une durée assez longue. Et on reparlera de la durée, un peu plus tard dans l'exposé, parce que vous verrez que c'est, quelque chose d'important dans le métier. De manière, linéaire, vous avez un petit peu la frise que j'ai décrite tout à l'heure, où on a la partie diagnostic, donc c'est, les inventaires fonds floor et tous les dossiers réglementaires, et ensuite toute la mission de maîtrise d'œuvre et enfin, l'évaluation des mesures compensatoires ou des aménagements qui ont été faits. Alors ce qui est intéressant, sur cette frise, c'est que vous voyez, la mission de maîtrise d'œuvre est dans un cadre pointillé. Pourquoi pointillé? Parce qu'il est important de noter qu'à la fois le maître d'œuvre et l'écologue doivent travailler ensemble sur l'ensemble des phases de mission. C'est-à-dire depuis le diagnostic jusqu'à l'évaluation de mesures compensatoires. On ne peut pas, exercer une mission de maîtrise d'œuvre sans avoir le retour d'expérience, de l'efficacité de ce qu'on a pu réaliser ou pas. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce cadre-là, mais c'est un cadre pointillé, c'est-à-dire qu'il est assez poreux entre, les écologues qui réalisent les études et le maître d'œuvre qui, lui, effectivement, exerce sa mission de travaux. Donc vous aurez compris, en fait, la mission du maître d'œuvre, c'est l'équivalent, du rôle de chef d'orchestre qui va piloter plusieurs disciplines, plusieurs corps d'État et qui va interagir sans cesse entre le BE-écologue, l'entreprise de travaux, le maître d'ouvrage et l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir, sur le projet. Pourquoi nous indiquons que le maître d'œuvre est garant du respect du contrat? Souvent, on a l'habitude de penser que le maître d'œuvre défend uniquement les intérêts du maître d'ouvrage. Je m'inscris en faux sur cette position-là. Le maître d'œuvre est là pour défendre le contrat qui est passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, sans aucun parti pris. Et ça, c'est important de le noter. Je vous propose qu'on passe maintenant à la partie suivante, à savoir, qu'est-ce qui différencie un maître d'œuvre en génie écologique d'un maître d'œuvre classique? La première différence, évidemment, c'est que nous travaillons avec du vivant. Alors, quand on travaille avec du vivant, on est souvent sur de l'expérimentation, sur l'innovation, et on a beaucoup moins de certitudes que sur des facteurs qui sont complètement physiques. Ensuite, c'est une activité qui est, pluridisciplinaire. Là, nous avons monté quelques activités, hein. Il faut avoir des bases en réglementation, évidemment en écologie, toutes les géosciences, également la sociologie, une idée du changement climatique. En fait, on a pu recenser que grosso modo, pour, être, bon maître d'œuvre en génie écologique, il faut, maîtriser une spécialité, mais avoir, des bases assez solides sur quasiment, une quinzaine de spécialités différentes. Ensuite, quand on exerce le métier de maître d'œuvre en génie écologique, on n'a pas les mêmes engagements qu'un maître d'œuvre classique. Un maître d'œuvre classique, il va construire un pont, un bâtiment ou peu importe quel ouvrage, il est soumis à une garantie décennale. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je m'engage sur le dimensionnement, je suis responsable de ce dimensionnement pendant 10 ans. Sur notre domaine d'activité, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les objectifs de résultats qui sont attendus sur une mesure compensatoire classique, c'est au minimum 30 ans et ça peut aller jusqu'à 90 ans. Pourquoi 90 ans? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le minimum, c'est 30 ans, mais surtout, c'est la durée de vie de l'ouvrage, voire de la seconde vie de l'ouvrage. 90 ans, je prends l'exemple d'un EPR, c'est 60 ans à 70 ans de durée de vie, plus 20 ans de démantèlement. Donc ça veut dire que les mesures compensatoires que vous devez, trouver et qui doivent être, pleine et entière, c'est toute la durée de vie de l'ouvrage. Donc 30 ans minimum, 50 ans pour une autoroute, 90 ans pour un EPR. Donc vous voyez que les engagements, c'est absolument pas les mêmes que pour la construction de bâtiments. Enfin, évidemment que les travaux généralement, de génie écologique, s'exercent sur, une période qui va de début automne
jusqu'à un petit peu avant le printemps, hein, jusqu'à début mars. Donc on est soumis à des contraintes de calendrier et parfois, il faut savoir jongler, savoir faire travailler plusieurs corps d'État en même temps en parallèle, ce qui n'est pas forcément le cas sur, d'autres types de missions. Et là, on est vraiment dépendant du calendrier écologique. Et enfin, ce qu'on appelle la trajectoire évolutive, c'est qu'aujourd'hui, je suis, missionné pour, dimensionner une mare temporaire sur une zone géographique donnée. Heu, Comment puis-je être certain que dans 30 ans, cette mare temporaire, il y aura encore de l'eau au moins un jour par an? Aujourd'hui, je ne sais pas le dire. Donc, il faut que le maître d'œuvre, qui vraiment, est attaché aux contraintes physiques du terrain, puisse intervenir bien en amont avec l'écologue au niveau plan gestion, en disant: «Nous réalisons un plan de gestion avec des aménagements qui sont designés, pour telle configuration actuelle, mais on sait pertinemment qu'avec le changement climatique, en tout cas on le craint, que cette configuration-là, elle ne sera pas forcément optimale dans quelques décennies. Donc il faut, des plans de gestion, prévoir finalement cette évolution de la trajectoire écologique qu'on vise. Alors c'est pas aisé, on est, dans le métier uniquement au début de ça, mais c'est un début. Enfin, on peut passer à la diapo suivante sur de quel type de matériel, on a besoin pour exercer notre métier, correctement. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la data, donc sans données d'entrée, on est incapable de dimensionner un projet qui tient la route. Il y a 2 données d'entrée qui sont, communes à l'ensemble des projets. Évidemment, c'est le côté réglementaire, il faut pouvoir le maîtriser. Également, les inventaires faune flore, puisque si on revient un petit peu avant sur ce que j'ai pu dire, évidemment, c'est l'écologue qui va définir l'enjeu écologique et qui va définir les mesures de restauration. Donc, de prérequis nécessaires, systématiques, inventaire faune flore et réglementation. Et ensuite, l'ensemble des autres disciplines, elles nous serviront dans des cas précis. Si je prends l'exemple de la pluviométrie, si je dois dimensionner une mare temporaire, bien évidemment, il me faut à la fois des données pluviométriques sur les 10 dernières années et également, des données topographiques. Où est-ce que je vais implanter ma mare temporaire? Quel est le bassin versant qui va me permettre de récolter les eaux de ruissellement et cetera. Si je parle plus cette fois-ci de mare temporaire, mais de barre permanente, là effectivement, elle va être alimentée par la nappe, donc il va falloir des données piézométriques. Si je dois, hem, dimensionner, hem, l'implantation d'une roselière, là, je vais avoir besoin à la fois de données topographiques et de données bathymétriques. Pour les zones humides, il va me falloir des données sur la pédologie. Pour, la tenue d'une berge, le confortement des berges, là, je vais avoir besoin de données géotechniques. Donc le premier rôle du maître d'œuvre, c'est de dimensionner les besoins, d'informations qui vont nous permettre, finalement, de faire du calcul d'ouvrage. Je vais essayer de mettre en lumière tout ce que j'ai pu dire avec cet exemple-là. Il s'agit d'un projet de transplantation de roselières sur le lac de Vertorcy. C'est dans le cadre, de l'aménagement de berges pour les JO de Paris 2024. Voilà. Donc là, on a une roselière en rive nord on va détruire cet habitat-là et on va la déplacer sur la rive sud, avec un facteur de compensation de 2. Donc on détruit 1 hectare de roselière et on en restaure 2 hectares, de la rive nord vers la rive sud. Évidemment, il y a d'autres items qui entourent ce gros sujet, à savoir la gestion des espèces invasives, de la restauration de ripsylves, la lutte contre l'érosion parce qu'on a beau être sur une ancienne gravière, mais en fait, il y a un fort vent sur ces zones-là et il y a du bâtillage qui fait une houle de 40 à 60 centimètres, mais qui vient éroder, ces pentes-là. Et ensuite, on prend effectivement, conscience qu'au-delà du végétal, et des oiseaux, il peut y avoir, un un enjeu piscicole et là, dans ce cas-là, on fait des radeaux végétalisés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, ce que je vous disais, c'est on a besoin de données d'entrée. Donc pour constituer l'habitat
typique d'une roselière, il faut qu'on se limite en fonction de la saison entre un niveau où on est entre moins 30 centimètres d'eau et plus 60 centimètres en hiver. Voilà. Donc il va falloir définir un profil d'habitat, un profil de pente qui est compatible avec la vie des phragmites. Donc là, évidemment, en donnant l'entrée, on a besoin de topographie, on a besoin de bathymétrie, mais par rapport au profil terrassement qu'on va exercer, il va falloir qu'on connaisse les caractéristiques des sols pour savoir si les talus qu'on va mettre en œuvre tiennent ou pas. Donc on fait des sondages géotechniques et tout ça nous permet de dimensionner les ouvrages, d'estimer les cubatures et évidemment, d'y associer un budget prévisionnel. Ensuite, une fois qu'on a un cette esquisse de projet, on va pouvoir réaliser un planning d'intervention et ensuite on passe sur la phase de consultation d'entreprise avec un cahier des charges, des spécificités techniques, un allotissement des travaux. Évidemment, hein, si j'ai 60 000 m³ de terrassement et un peu de plantation, ben, je vais allotir les travaux de manière à ce que ce soit, une entreprise spécialisée en terrassement qui se positionne sur le marché. Si j'avais eu quelques marques temporaires à faire, j'aurais alloti les travaux de manière à cibler d'autres entreprises. Le maître d'œuvre est également là pour ça, dimensionner les travaux, mais aiguiller le maître d'ouvrage dans la construction et la consultation pour que ce soit tel typologie d'entreprise ou tel autre qui répondent à ce sujet-là. Sur la diapo suivante, on va passer en phase d'exécution. Donc là, vous voyez, ça peut être des travaux conséquents, hein, puisque là, c'était quelques dizaines de milliers de mètres cubes de terre à bouger. Alors évidemment, hein, la restauration écologique, c'est pas uniquement des lampes chantier, ça peut être par moments, quelques mares temporaires, hein, de l'ouverture des milieux, de la mise en défense, ça peut être, la création de refuges reptiles, voilà. Mais là, on a voulu vous donner l'exemple d'un gros chantier. Si on peut revenir juste sur la diapo d'avant, s'il vous plaît? Donc, on voit sur les 3 diapos, en tout cas sur les 3 photos, du haut, là, on prépare l'habitat d'accueil pour les futurs phragmites et ensuite, sur les 3 diapos d'en bas, on voit qu'en rive nord, d'abord, on faucarde, les roseaux. Ensuite, on les traipe, c'est-à-dire qu'on les, avec une pelle, on prend des mottes avec leurs racines qu'on transporte en rive sud et on va les implanter en rive sud, sous forme de patch ou on appelle ça une mosaïque, hein, de pas japonais. Alors ce qui est intéressant sur ces sujets-là, c'est quelles questions on s'est posées, en phase avant-projet, en phase projet. La question c'est: comment nous traitons les invasives? Est-ce que nous allons, hem, prendre les terres qui sont infestées par des espèces, invasives et on les élimine en filière spécialisée? Ou alors on les crible et on les trie sur site pour récupérer la terre et pour finalement, optimiser l'opération? De la même manière, sur la géométrie des berges, quel type de profil je fais? Est-ce que je fais des profils de pente à 1 pour 2, à 1 pour 3, 1 pour 4 ou 1 pour 5? Là, on a choisi du 1 pour 6 pour que ce soit le plus doux possible et justement qu'on vienne amortir la houle, et que les ouvrages que nous faisions, ils soient pas érodés, au bout d'une saison. Enfin, sur la végétalisation, puisqu'on transplante une roselière d'1 hectare, il a fallu trouver des plants supplémentaires. La question se pose: est-ce qu'on nous en cherche des plants en roselière ou est-ce qu'on fait du végétal local, voire très local, en collectant des graines, en les faisant, grandir en pépinière et en les replantant derrière? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser, sur une phase projet. Ensuite, en phase d'exécution des travaux, on se pose les mêmes questions et des questions différentes. Les espèces invasives, on pense les avoir traitées, mais on s'aperçoit en phase travaux qu'en fait, on est passé à côté de quelque chose et on découvre d'autres pages d'espèces invasives. Donc effectivement, le chantier évolue et il n'est pas figé. De la même manière, on a fait des sondages de sol, mais on n'a pas fait sondage de sol sur chaque mètre linéaire. Donc on est tombé sur des poches de pollution. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le maître d'œuvre, il a beau avoir un dossier qui est ficelé, avant le démarrage des travaux, mais en fait, on doit s'adapter et Julien, l'a dit tout à l'heure, on doit s'adapter, de manière quotidienne, sur le suivi de chantier et sur les aléas. Voilà.
Donc sur cette opération, je vais conclure là-dessus. Vous voyez la dernière diapo. En fait, aujourd'hui, la rive nord attend d'être végétalisée et sur la rive sud, on attend effectivement que les roseaux reprennent. Voilà, j'espère que vous avoir éclairé un petit peu plus sur le métier de maître d'œuvre en génie écologique et j'espère que ça attirera de nombreuses vocations, parce que c'est un métier passion. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la suite concernant la présentation du master spécialisé. Donc, l'idée de l'objectif de ce master spécialisé, c'est bien de répondre actuellement à un manque de formation sur ce qu'est, comme l'ont très bien dit les trois premiers intervenants, ce qu'est le chaînon clé, le chaînon important qui permet la passation de projets de génie écologique en 2 dimensions, ou en tout cas qui sont qu'à l'état de plan ou d'avant-projet, à la préparation, l'encadrement et à la réalisation de travaux. Donc l'objectif de ce master spécialisé est de former des cadres de la maîtrise d'œuvre en travaux de génie écologique, de répondre aux différents besoins qu'on a actuellement et qui peuvent être à l'interface entre différents métiers du génie écologique pur, de la construction, de l'aménagement du territoire et de la restauration des écosystèmes. Et puis d'être en capacité d'avoir des gens qui sortent de cette formation avec une approche systémique qui coche, pour parler un peu plus clairement, toutes les cases nécessaires pour mener à bien un projet, pour favoriser la résilience, la renaturation des écosystèmes et la réparation, parfois, de certaines fonctionnalités. Alors, ce qui est important de faire un petit zoom dessus, c'est comment a été conçu ce master spécialisé. Il est pas sorti d'un chapeau, hein. Dans l'idée, ça a été un travail assez long, hein, mené, ces derniers mois pour déjà, commencer par une sorte d'audit. Une sorte d'audit avec des entretiens, de professionnels qui sont adhérents à l'Union professionnelle du génie écologique ou autres, qui proviennent d'entreprises de génie écologique, de fédérations spécifiques, de bureaux d'études, de syndicats professionnels, de spécialistes, comme vous venez d'en écouter, pour avoir une sorte de cartographie de ce que serait un maître d'œuvre en génie écologique parfait, s'il existe, parfait ou parfaite, pour définir, c'est l'étape d'après, plus précisément son cadre d'intervention, hein, savoir où commence son intervention, où elle termine, voilà. Et pour identifier des qualités et des compétences spécifiques, hein, qui ne sont pas forcément liées à la maîtrise d'œuvre, travaux classiques, hein, ouvrage d'art, génie civil, terrassement, etc., VRD, mais qui sont voilà, des choses, des compétences particulières d'adaptabilité, de transversalité, et puis de comprendre ce qu'est de travailler pour et avec du vivant. Tout ça, ça a permis d'identifier 6 blocs principaux de compétences qu'on va un tout petit peu détailler. Le premier bloc de compétences, évidemment, il est important et vous l'avez vu ressortir des précédentes interventions. Comprendre déjà où on met les pieds, comprendre les enjeux écologiques du projet. Comment on s'assure que les actions proposées sont cohérentes avec ces enjeux écologiques et les objectifs visés, et comment être en capacité de s'adapter à des problématiques particulières rencontrées sur un chantier. Ça passe par des connaissances générales en écologie, en écosystème, en sciences de la vie et de la terre, et puis en fonctionnement des milieux naturels et des menaces, malheureusement aussi, qui peuvent peser sur certaines fonctionnalités écologiques. Le deuxième module est important, hein, n'est pas à écarter. Comment on s'assure du respect du droit de l'environnement sur ces chantiers, hein, que cette problématique droit de l'environnement, dossier réglementaire, et cetera, soit traitée en amont, soit traitée pendant le chantier parfois, hein, avec des choses qui peuvent arriver qui nécessitent des ajustements réglementaires, et puis permettre aussi d'assurer une régularité lors de l'exploitation, ou en tout cas lors de la vie derrière du milieu naturel sur cette partie réglementaire et droit de l'environnement appliquée à des chantiers de génie écologique. Prochain bloc de compétences. Comment, un maître d'œuvre ou une maître d'œuvre en génie écologique prépare, assure, encadre sa préparation de chantier, hein, son étape, starter, ce qui vous a été présenté avant, notamment en termes de suivi administratif et financier. Ce qui peut parfois manquer,
à certains écologues qui se positionnent, qui travaillent actuellement sur de l'encadrement de chantiers de génie écologique, et bah, la part importante, hein, qui est aussi un rôle clé, on l'a vu, de la maîtrise d'œuvre, qui est de s'assurer de la régularité administrative financière, de la prévention, de la sécurité et puis de ce cadrage, que ce soit en termes de calendrier, d'ordre de service, de facturation partielle et de réception. Le bloc de compétences suivante, le numéro 4, c'est définir, suivre et valider la mise en œuvre opérationnelle, technique et opérationnelle d'un génie écologique. Pour ça, bah, il faut comprendre, hein, les techniques de génie écologique, hein, les interpréter, être en capacité de les adapter, être en capacité parfois de switcher entre 2 techniques ou en tout cas de s'assurer, comme on a pu le voir sur les différentes photos ou les différents cas présentés, que la technique de génie écologique, là où les techniques de génie écologique proposées, souhaitées, demandées aux entreprises, correspondent aux objectifs visés et à l'objectif général du chantier de la restauration, de la recréation ou de la renaturation de l'espace. Notamment une part importante sur le côté matériel et matériaux. Avant-dernier bloc de compétences, assurer le suivi et l'évaluation des travaux d'un chantier. Là, on est sur des techniques de l'ingénieur appliquées au génie écologique, c'est-à-dire comment on est en capacité de suivre son chantier et de s'assurer qu'il respecte les engagements tenus. Et enfin, une partie importante aussi, qui peut parfois, être clé sur certaines opérations, notamment quand on a des usages, qu'ils soient agricoles, forestiers, de stations de ski, touristiques, urbains, importants. Comment organiser et coordonner ces interventions avec les différentes parties prenantes? Ces différentes parties prenantes, avant, pendant et après le chantier, ça peut être, comme on l'a vu, des usagers particuliers. C'est évidemment le maître d'ouvrage et les entreprises. Ça peut être comment faire face à un contrôle police de l'environnement ou en tout cas à des, on va dire, des jalons particuliers qui permettent de valider réglementairement ou techniquement certaines mesures. Donc voilà, des enseignements particuliers sur la communication et le management de projet. On arrive à la fin de cette présentation. Ces enseignements, ils sont organisés avec, 6 mois de cours, en enseignement théorique, travaux pratiques et travaux de groupe pour un volume horaire important et 6 mois de mission en entreprise se terminant par une thèse professionnelle pour avoir de l'immersion et surtout de la mise en pratique réelle. Ces missions en entreprise peuvent être dans des missions dans des entreprises de travaux, mais surtout chez des structures qui sont à même de mener qui emmènent déjà, de la maîtrise d'œuvre en génie écologique. La future rentrée est prévue en octobre 2023. Les évaluations se font sur de l'évaluation d'acquis individuels, mais aussi des projets de groupe et la thèse professionnelle. On reviendra s'il y a des questions plus particulièrement, si je peux y répondre, sur de l'agencement, horaire. L'équipe enseignante, est assez clé aussi, et mixte, on va dire, avec une équipe permanente de l'ESTP Paris qui interviendra sur les sujets, de maîtrise d'œuvre et de techniques qui peuvent être connexes ou en tout cas proches ou des disciplines déjà mobilisées dans le cadre de maîtrise d'œuvre en ouvrage d'art, génie civil et cetera, hein, que ce soit, comme l'a présenté Cyril, hein, de la topographie, de la récolte de données, de l'hydrologie, de l'AutoCAD, de tout ce que vous pouvez imaginer et des professionnels du génie écologique qui interviendront sur les matières spécifiques, sur les travaux de groupe, les travaux individuels, avec des professionnels issus de bureaux d'études, de cabinets spécialisés, évidemment, d'entreprises même, hein, de génie écologique, hein. C'est évidemment l'entreprise, est le dernier maillon de réalisation, mais elle a pleinement sa place sur ce type de master spécialisé des spécialistes du volet administratif de la maîtrise d'œuvre et avec une part aussi de concertation. Les métiers visés, sont multiples. Le but de ce master spécialisé, c'est de réaliser la fusion parfaite entre, des compétences clés qu'on peut avoir chez des maîtres d'œuvre en génie civil, ouvrage d'art et cetera et des compétences clés, qu'on doit avoir aussi chez les écologues pour créer, ce métier, ce professionnel qui sera maître d'œuvre en génie écologique. Donc on trouve de la maîtrise d'œuvre en génie écologique qui viendra prendre sa place et ses compétences sur des postes qui peuvent être variés. De la maîtrise d'œuvre pleine en génie écologique, des chefs de projet en ingénierie écologique, des chefs de projet en aménagement du territoire, des chefs de projet milieu aquatique, et cetera, des chargés d'études en environnement, des gens qui travaillent sur de l'urbanisme, de la planification ou de l'aménagement, sur des parties un petit peu plus hydrauliques ou qui sont spécialisés sur de la renaturation. Encore une fois, que ce soit de cours d'eau
comme cours d'eau, plan d'eau, comme a été présenté dans les exemples, mais aussi milieu d'altitude, milieu marin, système agropastoral, etc., etc.